Ma chère ambassadrice, coucou, content de te retrouver. Ce soir, je vais te faire une vidéo sur le pervers narcissique, l'explication scientifique, l'approche psycho-comportementale qui est souvent donnée par les psychanalystes, les psychiatres, les psychologues. Alors, pour commencer, j'aimerais te donner une image, parce que cette image, elle est très parlante, et à elle toute seule, elle résume complètement le comportement, l'attitude du pervers narcissique. C'est l'image d'une coquille. Une coquille avec ses deux parties, partie basse, partie haute, qui est censée se refermer l'une sur l'autre, mais coquille vide. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas le mollusque qu'on a l'habitude de voir lorsqu'on l'ouvre. Le pervers narcissique est comparé à un mollusque, une coquille vide, mais qui fait tout pour pouvoir trouver le contenu. Il est le contenant, il cherche le contenu. Le contenu, ça va être une partie molle, une partie malléable, comme le mollusque. On sait que c'est quelque chose de mou, gluant. Eh bien, le pervers narcissique va chercher sa victime et ça sera l'autre qui sera le contenu, qui va venir dans sa coquille. Et une fois qu'il aura mis la partie malléable, et qui dit malléable dit mou, dans sa coquille, il va refermer les deux extrémités pour enfermer sa proie, sa victime à l'intérieur. Alors cette image, garde-la bien en tête, parce que quand tu as cette image en tête, tu comprends tout à fait le comportement, l'attitude du pervers narcissique. En fait, si on doit parler de personnalité, la personnalité du pervers narcissique, c'est une personnalité rigide. C'est-à-dire, il n'y a pas de malléabilité, il n'y a pas de souplesse, c'est rigide. Le comportement et les pensées qu'il a à l'égard de son environnement, c'est constamment conflictuel, rigide. C'est jamais tranquille, c'est jamais souple. C'est toujours conflictuel, toujours un problème à résoudre. C'est jamais facile, c'est toujours compliqué. Il faut toujours batailler pour avoir des réponses, un comportement, un agissement. Voilà, il faut toujours batailler pour quelque chose. C'est ça qu'il faut retenir dans le côté personnalité rigide du pervers narcissique. Et tu sais, une personnalité se compose au moins de deux choses: le tempérament et le caractère. Le tempérament, c'est, on va dire, les prédispositions physiques et mentales que nous avons tous, c'est-à-dire ce socle dans lequel nous sommes faits. Donc ce sont souvent des choses qui ne dépendent pas à 100% de nous, simplement on a été fait avec ce type de socle. Souvent c'est notre pédigré, c'est-à-dire nos parents, dans quel monde on a été baigné, dans quelle éducation, et c'est vrai que souvent ce tempérament vient fortement influencer, on va dire, le pervers narcissique dès son enfance, sur lequel il va s'appuyer parce que ça sera son bagage, ce bagage qu'il aura un petit peu forgé avant de devenir lui-même jeune adulte, pour pouvoir montrer véritablement qui il est et ce qu'il fait de sa vie. Donc le deuxième aspect de la personnalité, c'est le caractère. Donc le caractère, ce sont les traits psychologiques, les traits un peu émotionnels également, acquis et répétitifs dans la vie d'un individu. C'est par son caractère qu'on arrive à définir, voilà, il a un caractère plutôt tempéré, doux, aimable, querelleur, compliqué, caractère conflictuel, etc., etc. Bon, tu l'as compris, dans la personnalité du pervers narcissique, on y met tout ce qui est rigide, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile à mettre en place, parce que c'est un individu qui est difficile à
voilà, à appréhender, avec qui il est difficile de parler, d'obtenir quelque chose, une réponse, un agissement, etc., etc. C'est toujours conflictuel. On peut résumer en fait sa personnalité comme une personnalité qui est constamment dans la résistance. Toujours dans la résistance liée à l'autre. Comme s'il est en résistance perpétuelle. Comme je viens de te dire, c'est jamais facile, c'est jamais tranquille. Il y a toujours besoin de chercher, on va dire, la petite bébête qui fait que on ne va pas s'entendre, ça ne va pas couler de source, ça ne va pas être tranquille. Non, il faut qu'on se prenne la tête, alors que ça pourrait être simple. Comme on dit souvent, hein, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Ben voilà, c'est un petit peu l'état d'esprit du pervers narcissique. Le pervers narcissique est en réalité en décalage. Il est constamment en décalage par des paradoxes. Et ces paradoxes, c'est ce qu'on peut appeler un ascenseur comportemental. Une fois il est victime, après il va être dans le reproche, après il va être dans l'exigence. Et il passe de l'un à l'autre constamment. Alors si jamais tu cèdes à cela, tu tombes dans son piège parce qu'il utilise volontairement, sciemment, ce comportement-là pour tester. Ce sont ses appâts. C'est comme ça qu'il va jauger telle ou telle personne. Même s'il a un pif, il sait repérer ses proies à distance, il les sent. Mais après, une fois qu'il s'en est approché, il faut tester ses appâts, c'est-à-dire celui de la victimisation, du reproche, de la culpabilisation, de l'exigence. Bah voilà, moi, il faut que ça se passe comme ça. Et si tu prends, si jamais tu cèdes, tu acceptes, eh bien il se dit, bien, tiens, c'est bien parce que du coup j'ai compris que cette personne, je peux la manipuler de telle ou telle façon. Donc si jamais ça doit se représenter, ou si j'ai un coup à préparer, ben voilà, je sais comment m'y prendre. J'ai, si tu veux, la carte d'identité sur laquelle j'ai validé des cases sur tel ou tel individu qui va me permettre, au moment voulu, au moment opportun, eh bien, de sortir, on va dire, son pédigré pour que je suis sûr d'arriver à mes fins. Alors, grosso modo, le fonctionnement du pervers narcissique, c'est qu'il est constamment dans l'anti-relation. Une relation, on est minimum 2. Et lui, c'est comme si il ne voulait pas construire une relation. Quand on est minimum 2 dans une relation, c'est-à-dire que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation professionnelle, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation familiale, c'est jamais simple. C'est toujours compliqué. Quand tu veux que ça se passe bien, tu veux qu'il y ait une entente, tu veux construire, bâtir quelque chose avec l'autre. Prenons l'image d'une maison que tu bâtis, tu vas mettre une brique, du ciment, et tu t'attends à ce que l'autre fasse de même. Qu'il mette un petit peu de ciment sur ce qu'il vient de mettre, sur la brique qu'il vient de mettre, et par-dessus, mettre une brique. Et ainsi de suite, à tour de rôle, de manière à ce qu'on arrive à construire un édifice, quelque chose d'intéressant, qui va être la relation de l'un et de l'autre. Mais avec lui, ça ne se passe pas comme ça. Il est dans l'anti-relation. Il veut bien être dans la relation, mais pas spécialement construire quelque chose qui va monter et qui va être harmonieux, agréable, dans lequel on pourra aller pour pouvoir se retrouver, discuter, passer des bons moments. Ça ne se passe jamais comme ça. Il y a toujours quelque chose qui complique la construction. C'est toujours en chantier, c'est jamais terminé. Voilà, des années et des années après, tu es toujours au stade du chantier, en travaux. Tu as toujours la truelle, la bétonneuse, c'est toujours empoussiéré. Par contre, les canettes de bière traînent par terre. Mais c'est pas propre, c'est pas fini. Il n'y a pas les alus, c'est pas hors d'air, hors d'eau, non. C'est pas fini. Donc il va pas y avoir forcément toute la partie revêtement. À l'intérieur, il n'y a même pas de fil. On est dans le brut. C'est encore de la dalle, c'est du ciment. Voilà. Anti-relation. Garde ça en tête également parce que et comme tu es constamment dans une relation qui n'est pas véritablement entamée et donc du coup terminée, ben, tu sais jamais comment être avec ces gens-là. Tu te poses toujours la question et donc du coup comme rien
n'est fini, tout est commencé mais rien n'est fini, ben, tu sais jamais sur quel pied danser, tu sais jamais comment il faut que tu sois avec ces personnes. Donc du coup, tu passes ton temps à essayer de retrouver la personne pour pouvoir, bon, où on en est, qu'est-ce qu'on fait, on avance, tu sais jamais. Mais en fait, ça restera en chantier toute ta vie avec cette personne. Il a constamment besoin d'un rapport de force, constant, et ça c'est fatigant, constamment besoin de savoir s'il peut avoir le pouvoir. C'est un jeu de pouvoir perpétuel. Est-ce que sur cette personne j'ai l'ascendant? Et s'il se rend compte que non, parce que tu te laisses pas faire, généralement ce sont les super empathes qui arrivent à tenir tête, ils se font avoir quelque peu pendant un certain temps. Quand ils commencent à prendre leur fermeté, ils abandonnent généralement. Tu ne les vois plus, les PN, les pervers narcissiques. Ils abandonnent parce qu'ils ont compris qu'en face, ils avaient affaire à quelqu'un d'intelligent, clairvoyant, qui use de perspicacité et qui n'a pas peur de dire les choses, qui n'a pas peur de faire également les choses. Donc du coup, il ne s'aventurera pas à essayer de t'enquiquiner outre mesure. Ça va s'arrêter là et ça finira en chantier, comme ça avait commencé. La relation se terminera en ce qu'on appelle en nœud de boudin. Voilà. Parce qu'il a compris qu'il ne peut pas avoir l'ascendant sur toi. Par contre, s'il sait qu'il peut l'avoir, ça sera du pain béni, ça sera son terrain de jeu et ça lui fera plaisir de mettre en place tout ce que je t'ai dit juste avant, c'est-à-dire la victimisation, le reproche, l'exigence. Il teste la pas et puis à chaque fois il te met dans tous tes états et il se dit ça a pris, c'est super. Hop, il te laisse en plan, il te laisse marmonner, il te met dans une situation où tu n'es pas bien, etc., etc. Et il reprend avec sur sa séduction. Donc du coup, t'es séduite, t'es séduit, t'es content. Et donc du coup, tu as l'impression que ça va revenir comme avant, quand tu passais des très bons moments. C'est de la poudre aux yeux. C'est pour toujours mieux continuer à te manipuler. Ça n'ira pas plus loin que ça. Et donc du coup, ce sont les différentes phases dont j'ai pu t'expliquer dans différentes vidéos. La phase de séduction, la phase d'emprise, la phase de ce qu'on appelle de victimisation et la phase de domination pour finir, si jamais ça doit finir un jour, de destruction. Et il passe d'une étape à l'autre. Quelquefois, il en mêle plusieurs. S'il a compris qu'il pouvait continuer à te manipuler. S'il a compris que c'était fini, ben généralement on arrive à la destruction et c'est la fin. Mais c'est parce qu'il sait qu'il a été décelé, il a été découvert, le masque est tombé. On a compris quel genre de personne il était. Et donc il ne pourra plus se cacher. Et ça le dérange énormément. Quand on découvre son petit jeu, qui il est vraiment, il en a honte, il préfère partir parce que sa réputation, c'est quelque chose de très 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 important. Alors tu as compris le fonctionnement du pervers narcissique. C'est une personnalité cynique. Il n'hésite pas à braver, on va dire, les codes moraux, avoir un comportement opposé et de te faire comprendre, ben moi je fais comme ça et puis c'est comme ça. Bon, quand on est censé faire ça, ben non. Voilà. Et il n'en a rien à faire. Voilà, c'est sa petite personne. Il n'en a rien à faire. Comment tu peux te ressentir, te comporter par rapport à cela, comment tu peux vivre la chose, il n'en a rien à faire. Lui, ce qui compte pour lui, c'est de pouvoir faire ce qu'il veut quand il veut, au moment qu'il veut. Tu vois. Donc forcément, il est quelqu'un de détestable. On ne peut pas aimer une personne comme ça. Et il continuera à être cynique, et le pire, et c'est là sa grande force, c'est que c'est non détectable. On n'arrive pas à comprendre qu'il est pervers narcissique au travers d'un tel comportement. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'il arrive à passer d'une étape à l'autre, victimisation, culpabilisation, exigence, reproche, par beaucoup de phases différentes, tant qu'il peut te manipuler. Et à aucun moment, dans son cynisme, tu as compris qu'il était pervers. Tu n'as pas mis cette note. Tu es prêt à donner autre chose. Bon, tu es prêt à dire que voilà, il a peut-être un problème psychologique. Tu es prêt à lui dire qu'il est malade psychologiquement. Qu'il a un petit souci avec telle ou telle chose qui fait que voilà, on va respecter sa façon d'être parce que tu ne veux pas le froisser.
Tu vas même peut-être imaginer que s'il doit être malade, qu'il va être plutôt bipolaire. Hein. Tu vas plutôt lui attribuer cela parce que tu te dis, bon, voilà, ça nécessite une médication. Et donc, tu préfères lui prêter cette maladie, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de similitudes, mais il n'en est rien. Non, non, non. La perversion narcissique, ce n'est pas une maladie. C'est un trouble du comportement qui est sciemment pratiqué par la personne concernée. Il sait très bien ce qu'il fait. Alors, c'est très difficile de vivre avec ce genre de personnes parce que ce qu'elles nous font subir en permanence, c'est une inversion de la réalité, déformer les faits, diffamer, calomnier, et en plus d'inverser la réalité des choses, il va banaliser les choses qui sont véritablement graves. Il va y avoir une façon de parler et de mettre en lumière ce qui n'a pas d'importance, mais il va le faire passer comme si c'était la réalité, alors qu'à côté de ça, il va omettre de parler de choses beaucoup plus importantes, en banalisant peut-être les choses graves qui se sont passées. Tu vois, il arrive à t'inventer des histoires, mais en une fraction de seconde, et le pire, c'est qu'il va te dire des mensonges, mais il va croire lui-même à ses propres mensonges. C'est impressionnant. Donc, ce qui est intéressant d'essayer de faire, c'est d'essayer de le coincer dans ses mensonges, et même si tu arrives à le coincer dans ses mensonges, il va toujours avoir une parade, il va toujours retomber sur ses pattes, comme on dit. Et tu te demandes, mais comment fait-il? Comment fait-elle avoir autant de jugeote dans le verbe pour toujours s'en sortir? Tu te demandes, mais comment tu fais? Comment tu fais? T'es trop fort. Il y a également un espèce de déni de pouvoir. Quand tu lui dis qu'il essaye de te manipuler, qu'il essaye de t'empêcher indirectement de faire ci ou ça, qu'il essaye de te contrôler, de te surveiller, il va te faire non. Parce que ce n'est ni plus ni moins qu'un sens aigu d'une prise de pouvoir. Et quand tu lui dis que tu as compris, il va le nier. Un déni de pouvoir. Et pourtant, tu n'affabules pas. Tu vis véritablement ce qu'on appelle une privation de ta liberté, soit d'agissement et de pensée. Il t'empêche tout simplement d'avoir ton point de vue ou de décider de faire de telle ou telle façon. Il t'y empêche, tout simplement. Et c'est ça qui est, on va dire, agaçant. Parce qu'il va nier, agir de la sorte. Il a également un non-respect. Un non-respect de ton intimité. Parce qu'il estime que tu lui appartiens. Il peut, à tout moment, se permettre de rentrer comme ça alors que tu es nu. Tu es en pleine intimité. Il est complètement dans l'impudeur. Et parce que ça le... Voilà, tu es à lui. Et c'est comme si que, voilà, entre nous, il n'y a pas de ça. Mais par contre, toi, tu peux pas faire ça avec lui. Mais lui, il le fait parce qu'il veut te montrer qu'il te domine et que tu lui appartiens. Tu es sa chose. Tu vois? Il y a également, avec lui, une façon d'opérer lorsqu'il veut s'entourer des informations qui circulent pour s'assurer qu'il va continuer et toujours continuer de te manipuler. Cette capacité à échanger les confidences. C'est-à-dire que voilà, il te fait une confidence, il s'attend à ce que tu lui en fasses une. Et c'est calculé, même des fois forcé. Bah là, je t'ai fait une confidence, vas-y, lâche un truc. C'est fait exprès pour que tu puisses lui lâcher une info qui va le renseigner sur un état de telle ou telle chose, pour en apprendre sur les dires qu'un tel ou un tel a pu dire sur son compte à une autre personne, ou s'assurer si on n'a pas parlé sur son compte. Voilà. Et là-dessus, il n'hésitera pas à lâcher des larmes. Hein. Il n'hésitera pas à se faire passer pour la victime, comme si c'est lui le petit malheureux, la petite malheureuse, qu'on doit absolument aider à avancer dans sa problématique, parce que il a besoin d'avoir nos infos. Il va au renseignement, tout simplement. Il n'hésite pas aussi à renverser ce qu'on appelle les principes humains.
la bienséance, les codes moraux. Il n'y a pas d'heure pour lui ou elle d'arriver comme ça à l'improviste chez quelqu'un en faisant un scandale en bas de chez toi devant tout le monde. Ça va te mettre tellement mal à l'aise que tu vas te sentir obligé de le faire rentrer chez toi parce que voilà, faut pas que les voisins entendent. Il va avoir une attitude, un état qui va te forcer, qui va t'obliger à te justifier ou à lâcher des infos parce que son comportement est tellement gênant mais que tu te sens obligé de répondre. C'est du genre, je rentre dans un magasin en parlant tout fort, ça marche pas, non, ça marche pas. Et il montre par exemple l'appareil qu'il a acheté quelques jours avant, juste pour qu'on s'occupe de lui tout de suite parce qu'il veut pas faire la queue. Malin quand même, hein. Mais c'est un peu ce comportement. Il arrive dans une cité ou dans un endroit pavillonnaire où il faut un code pour entrer dans la propriété, où il y a plusieurs propriétés. Il n'hésitera pas à crier ton prénom, un tel, hey, ouais, elle est partie. Il va faire un scandale en disant que voilà, sa proie est partie, ne lui a pas dit où elle était, et comme la personne en question est une amie ou un membre de la famille ou ceci ou cela, il fait un scandale pour t'obliger à sortir de chez toi, ouvrir le portail, etc., etc. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'on appelle justement un renversement des principes humains. Il se permet de faire ce genre de choses constamment pour tordre la vérité à son avantage, pour avoir les informations et pour dire sa version à lui que tout le monde devra valider. Tu vois, il n'hésite pas à empoisonner sa proie pour l'emprisonner dans sa coquille. Rappelle-toi l'image de départ. Il l'empoisonne, comme ça elle est droguée, et une fois que tu n'es pas bien, ben, je t'enferme, je t'emprisonne. Grosso modo, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que un tel comportement comporte en fait, selon Freud, il expliquait très bien, l'être humain est composé de 3 parties. Hein. C'est comme un iceberg, la partie visible, ensuite la partie juste en dessous du niveau de la mer, et la partie profonde qu'on ne peut pas voir. Il faut vraiment faire une apnée pour voir, on va dire, le bout de l'iceberg, mais la partie basse. Et si tu prends cette image en tête, la partie visible, ça va être le moi, qui correspond à la personnalité de l'individu, de l'être humain, selon Freud. La partie juste en dessous du niveau de la mer, le surmoi, la partie de la conscience, le gendarme intérieur, ce doigt qu'on se pointe sur soi en se disant, ben voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ce qui nous permet de raisonner pour savoir si, lorsqu'on fait quelque chose, c'est juste, pas juste, louable, pas louable. Voilà, c'est un petit peu ce qui va te guider dans ta vie pour faire les choses correctement. Pour lequel, bien sûr, le pervers narcissique en est complètement démuni. En tout cas, il fait taire cette partie-là. Et le ça, la partie très profonde de cet iceberg, c'est ce qu'on appelle le ça, c'est-à-dire tout ce qui est pulsionnel, les pulsions inconscientes. Eh bien, dis-toi bien que chez le pervers narcissique, c'est comme si c'était multiplié par 10. C'était tout ce que je viens de te dire là, c'est grossi. Pop, 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 pop. Ce qui fait qu'il y a un moi surdimensionné, l'ego, l'égocentrisme, l'image qu'il a de lui-même, ce qu'il pense de lui-même, c'est surdimensionné. La conscience qu'il a de ce qu'il est, comme il essaye de le faire taire, il n'aura pas beaucoup de reflets, beaucoup de retours par rapport à ça. Et ses pulsions, forcément, il en aura énorme, beaucoup, parce que tout simplement, ben voilà, c'est quelqu'un qui ne se refuse rien, c'est quelqu'un qui fait les choses parce qu'il veut les faire de cette façon. Voilà ce qu'on peut retenir un petit peu du comportement du pervers narcissique, l'explication psycho-comportementale. Je n'hésiterai pas à te donner d'autres explications dans d'autres vidéos, te parler un petit peu de la différence entre la femme pervers narcissique et l'homme pervers narcissique. Je te remercie de m'avoir suivi. Je te souhaite une très bonne soirée
ça commence à être crépusculaire. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire si cela t'a été profitable. Et n'oublie pas, je mets systématiquement en lien un quiz qui dure pas plus de 5 minutes, qui va t'aider à avancer dans ta situation si jamais tu es une proie, tu es victime de la perversion, d'une relation toxique. Si tu veux t'en sortir, si tu as déjà un data par rapport à cela, mais que tu patauges un petit peu dans la small, tu as du mal à avancer, à t'en sortir, tu es toujours en souffrance, soit dans la relation ou après la relation, ou que tu veux tout simplement t'en sortir et changer de vie, trouver la bonne personne pour toi, remplis véritablement ce quiz. Tu vas en apprendre énormément sur ta situation, ça va te permettre de faire un bilan et une aide te sera proposée par rapport à cela. Je te remercie une fois de plus et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.